Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'impact que peuvent avoir les taux directeurs sur les taux du marché financier. On a vu précédemment qu'en manipulant ces taux directeurs, la Banque centrale pouvait influer sur l'offre ou la demande de crédit des banques. Nous allons maintenant voir que cela influence aussi le marché financier, qui, je le rappelle, est différent du marché monétaire, du marché interbancaire. Voir la précédente vidéo pour ça. Procédons à quelques rappels des vidéos de L1. Le marché obligataire est un marché de stock. D'accord? C'est un marché primaire où il existe un marché primaire et un marché secondaire, c'est-à-dire un marché primaire où l'on va émettre des obligations et un marché secondaire où on va se les échanger afin d'essayer d'avoir du profit. Mais on ne va pas financer directement par le marché secondaire. Le marché primaire, on finance les entreprises en leur achetant des obligations, et marché secondaire, on s'échange entre nous les obligations qui ont déjà été émises. Les demandeurs sont les épargnants sur ce marché et les offreurs sur ce marché sont les entreprises et l'État pour le marché primaire et les épargnants pour le marché secondaire. En achetant des obligations sur le marché primaire, on va financer les entreprises et l'État. Et en achetant des obligations sur le marché secondaire, juste on s'échange de l'argent entre épargnants. Très bien. On rappelle que l'équilibre de ce marché, détermine le taux d'intérêt noté IMF comme marché financier et le cours des obligations noté psi, lettre grecque psi. On rappelle également que la monnaie ne rapporte rien en elle-même. Si on thésaurise la monnaie, on n'obtient pas d'argent en plus. Si on garde de l'argent sous son lit, eh bien l'argent ne va pas se démultiplier. Il va rester la même taux, voire peut-être même perdre de la valeur de pouvoir d'achat. Mais l'avantage, c'est que c'est parfaitement liquide. L'argent que je garde sous mon lit, je peux l'utiliser pour aller acheter un croissant à la boulangerie. Les obligations, à l'inverse, ont cet avantage qu'elles rapportent des sous, elles rapportent IMF, mais elles sont illiquides. Essayer d'aller payer avec, c'est pas possible, je crois. Et en plus, il y a un risque lors de la revente que le cours psi soit plus faible que lorsque l'on a acheté l'obligation, auquel cas on perd de l'argent. Revoyons maintenant ce qu'on appelle l'effet balançoire, qui a déjà été vu, mais un petit coup de rappel, ça ne fait pas de mal. Imaginons que l'on prenne une obligation. Voilà. Une entreprise décide de se financer, elle émet donc une obligation. La valeur faciale de cette obligation, donc la valeur, c'est psi 0 égale 100 euros. C'est-à-dire que l'entreprise va dire j'ai besoin de 100 euros de financement. Qui m'achète cette obligation pour 100 euros? Qui va me donner de l'argent? En échange, je vais moi, entreprise, promettre de chaque année, je vais donner 5 euros. Voilà, chaque année, je vais vous donner 5 euros en plus. Voilà, en taux d'intérêt. Ce qui fait que le taux d'intérêt, I0, il est de 5 euros par an. Et il s'établit à 5%. À 5%. 5 euros sur 100 euros, c'est 5%. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a au départ. C'est ce qu'on a dans la situation initiale, quand l'entreprise décide de se financer sur le marché primaire. Imaginons maintenant que l'entreprise émette cette obligation. Et là, on a un personnage qui arrive, qu'on va appeler Harry, et Harry se dit « Ah, j'ai de l'argent en trop, si jamais j'achète une obligation pour me faire un peu de bif. » Eh bien, il va acheter l'obligation au cours psi 1, qui est égal à 100 euros, avec un taux d'intérêt I1 à 5%. Donc exactement ce qu'on vient de voir juste avant. C'est-à-dire qu'il va gagner 5 euros par an. Et évidemment, l'entreprise lui remboursera les 100 euros à terme, etc. Bon, le principe d'une obligation. Mais voilà, grosso modo, il va se faire 5 euros en plus par an. Maintenant, imaginons qu'ils disent « Ok, bon, cette obligation, je l'ai très bien, mais ça m'embête ou je ne sais pas. » Il a envie de la revendre. Et donc, il va revendre, après il l'achète, puis il va revendre cette obligation. Et il y a deux choix. Enfin, deux possibilités en fait, pas deux choix, il y a deux possibilités. La première possibilité,
c'est que au cours Psi2, eh bien le cours Psi2 soit de 50 euros, c'est-à-dire que la valeur de l'obligation a baissé. Hein, pas de bol pour lui, il la revend au moment où l'obligation a baissé, parce que il y a plein de raisons qui peuvent faire que l'obligation a baissé. Hein. Le marché financier, voilà, on verra ça plus tard, il a été vendeur, donc le cours a baissé. Bref, c'est pas la question, ce qui se passe c'est que le cours a baissé, pour X ou Y raison. Voilà, le cours a baissé. Et donc le taux d'intérêt, l'entreprise donne toujours 5 euros par an. L'entreprise, elle va pas changer ça, elle s'en fiche, elle a dit elle donne 5 euros par an. Donc à partir de là, 5 euros d'intérêt sur 50 euros, ça fait un taux à 10%. Donc on voit que la valeur faciale a baissé, que la valeur de l'obligation a baissé, tandis que le taux d'intérêt a augmenté. I2 a augmenté. A l'inverse, si jamais le cours avait augmenté, donc I2 était passé à 200 euros, qu'est-ce qui se serait passé? L'entreprise donne toujours 5 euros par an, et bien I2 est égal à 2,5%. Quand les cours augmentent, eh bien le taux d'intérêt va baisser. C'est ce qu'on appelle l'effet balançoire. Quand l'un augmente, l'autre baisse. Il varie en sens inverse. Et donc, dans le premier cas, Harry, il aurait perdu de l'argent, puisqu'il aurait revendu à 50 euros, donc il aurait perdu 50 euros, 50 euros. Et à l'inverse, il le revend au cours Psi2 égale 200 euros, il aura gagné de l'argent. Et c'est tout l'intérêt du marché financier, c'est justement on essaye de prévoir quelle obligation va monter ou descendre, afin d'acheter quand c'est au plus bas et de vendre quand c'est au plus haut pour se faire un max de thunes. Ce qui est quand même le principe des marchés financiers secondaires. Lorsque le marché obligataire, le marché financier est vendeur, eh bien les cours vont baisser, Psi va baisser, et comme on vient de le voir, les taux d'intérêt vont augmenter par l'effet balançoire. Pourquoi? Eh bien tout simplement si le marché est vendeur, ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes, dans ce cas, les prix baissent. A l'inverse, quand le marché est acheteur, les cours vont augmenter et par l'effet balançoire, les taux d'intérêt vont baisser. Pourquoi? Parce que l'offre est inférieure à la demande, le marché est acheteur, il y a beaucoup de demandes, et donc quand offre est inférieure à demande, P va augmenter. Parce qu'il faut bien faire un tri parmi les demandes. Je pense que ça c'est plutôt clair, ce sont les principes de microéconomie, entre autres. Bien, passons. Ce petit rappel, si jamais vous avez besoin de plus d'explications, je vous renvoie vers la vidéo qui avait été faite à ce sujet pour les L1, pour macro L1. Et maintenant, nous allons passer à une nouveauté, cette fois-ci, la courbe des taux. Nous allons voir la courbe des taux. Voilà. C'est propre. Comme on le sait, le risque du prêteur est plus élevé à long terme qu'à court terme. Effectivement, si on peut plus ou moins savoir que demain ou dans un mois on ne fera pas faillite, au vu des finances et de la crise et de l'économie, pardon, ben ce n'est pas sûr si on regarde sur 5 ans ou 10 ans. Hein. Et on n'est pas devin, donc on ne sait pas. On ne sait pas si on va faire faillite, si on va bien se porter, on ne peut pas prévoir aussi loin. Il y a des éléments qui peuvent nous dire « Ah, peut-être que », mais on ne sait pas. Il y a toujours une part d'aléa. Par exemple, il y a 2 ans, on ne pouvait pas prédire cette crise du coronavirus qu'on a fait sombrer plus d'une entreprise. Ce n'est pas possible. Alors que bon, à un mois, on peut se dire, ok, voilà, ça va. Donc logiquement, I va augmenter avec le terme de l'obligation, car le risque augmente. C'est ce qu'on appelle la prime d'échéance. En fait, plus on va émettre une obligation sur le long terme, plus I va être élevé. C'est ce qui fait que le taux d'intérêt pour une obligation à 1 mois va être inférieur au taux d'intérêt pour une obligation à 1 an, qui va être lui-même inférieur au taux d'intérêt pour une obligation au terme de 10 ans. Si on met tout ça sur un graphique, eh bien on va obtenir une certaine courbe. Alors, sur l'axe des abscisses, excusez-moi, nous allons mettre les différentes échéances. C'est-à-dire qu'on va mettre une échéance d'un mois, une échéance d'un an, une échéance de 10 ans et une échéance de 20 ans. Voilà. Sur l'axe des ordonnées, on va mettre le taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on a? Si on trace la courbe, suivant le principe qu'on vient de dire juste au-dessus, eh bien on va obtenir
une courbe qui a cette allure-là. Alors effectivement, bon, c'est clairement pas fidèle, c'est clairement une représentation faite à la main, vous venez de le voir, mais assez fidèle normalement de ce qui se passe. Et comme on peut le voir, cette courbe, elle est croissante et concave. Et au bout d'une certaine période, voilà, la courbe s'aplatit. Au début, elle va droit, puis au bout d'un moment, elle va commencer à stagner. Et tout ceci peut s'expliquer. Alors croissante, pourquoi? Comme on vient de le dire, la courbe est croissante parce que plus on voit sur le long terme, plus c'est risqué. Donc plus forcément les emprunteurs vont mettre un taux élevé. Concave parce que concave, c'est concave, voilà. Là, j'aurais pas trop d'explications à vous donner, mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus en profondeur, désolé. Et pourquoi est-ce que la courbe s'aplatit? Eh bien parce que, en fait, une explication que l'on peut donner, qui n'est peut-être pas la bonne, mais c'est une explication en tout cas que j'ai à faire, c'est que, entre 10 ans et 20 ans, on ne peut pas être plus précis, en fait. Que ça soit à 10 ans ou à 20 ans, on est aussi incertain l'un que l'autre, donc on va pas faire de taux différents. Voilà, c'est tout simplement une question d'incertitude et du fait qu'on n'est pas devin. Et donc les taux sont à peu près les mêmes, à quelques virgules près encore. Et là, normalement, vous allez vous poser une question, c'est mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de marché financier alors qu'on était dans la partie consacrée au levier de la banque centrale? C'est vrai que j'arrête pas de vous dire, ne confondez pas marché financier et marché monétaire, et ne le faites toujours pas d'ailleurs. Donc là, question légitime, c'est pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors qu'on parlait de la banque centrale, qu'on parlait des taux IMBC, des taux monnaie banque centrale? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a une relation entre les deux. C'est à cause de ce qu'on va appeler les arbitrages de portefeuille. Je ne sais même pas écrire, excusez-moi. En plus, c'est très mal écrit. Portefeuille, voilà. Je vous conseille plutôt de suivre à l'oral plutôt que ce que j'écris, parce que si vous arrivez à lire mon écriture, vous êtes plutôt doué. Voilà, donc, c'est à cause des arbitrages de portefeuille, c'est-à-dire les arbitrages, les choix que vont faire les épargnants dans leur portefeuille, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont choisir d'avoir des actions plutôt à court terme, plutôt à long terme, etc. Et quel type d'action, d'obligation, action-obligation ils vont choisir d'avoir. C'est ça qu'on appelle un portefeuille. Eh bien, imaginons qu'il y ait une baisse du taux IMBC. Et là, on va plutôt parler pour les banques et les institutions financières. Plutôt que pour des épargnants lambda, on va plutôt parler des banques. Puisque souvent, c'est quand même elles qui en achètent beaucoup, des obligations, tout ça. Ce sont des gros acteurs du marché secondaire. Imaginons une baisse du taux IMBC. Il va y avoir un arbitrage des banques. Les banques vont se dire, non, c'est moins rentable de déposer des dépôts. Le taux a baissé, donc on va être moins rémunéré de mettre des dépôts à la banque centrale. Donc, forcément, si c'est moins rentable, eh bien, on va aller vers autre chose. On va aller vers un achat des titres à 1 mois. Des titres à 1 mois. Voilà, parce qu'on veut toujours quand même un peu de liquidité, tout ça. Mais ce n'est plus rentable ou plus assez rentable de mettre en dépôt à la banque centrale. Donc on va aller acheter des titres à 1 mois. Qu'est-ce qui se passe? Le marché est acheteur. Oui, si je dis pas de bêtises, le marché il est acheteur. Et comme on a vu, quand le marché il est acheteur, qu'est-ce qui se passe? Les cours augmentent. Donc Psi va augmenter. Et le taux d'intérêt va baisser. Pour les titres à 1 mois. Le marché est acheteur, Psi augmente, I baisse. Et donc, les titres à 1 mois deviennent moins rentables. Puisque le taux d'intérêt a baissé et que Psi a augmenté, on va plus vouloir acheter ces titres-là. Voilà, le cours est trop haut et il n'y a plus assez de taux d'intérêt à la clé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les banques vont se reporter à des titres à 1 an, par exemple. Et encore une fois, le marché est acheteur. Donc, quand le marché est acheteur, Psi à 1 an va augmenter, I à 1 an va baisser. Et après, on continue avec les titres à 10 ans, les titres à 15 ans, voilà, etc. Et donc, on va arriver à la situation suivante. On va arriver dans une situation dans laquelle toute la courbe va se mettre à baisser. Ok.
Et donc on arrive à cette situation-là où où on a une courbe qui va se déplacer vers le bas. Bon, on a un petit graphique qui vient d'apparaître sous vos yeux. Je l'avais pas mis avant, donc j'ai dû le mettre ensuite. Et donc, analysons un petit peu ce graphique. Bon, qu'est-ce qu'il nous indique? C'est la courbe des taux sur les titres d'État français. Bon, c'est-à-dire que l'État français a émis des obligations, des bons du trésor pour se financer, voilà, parce que l'État français est endetté, et pas qu'un peu. D'ailleurs, ça fait un peu peur. Voilà, donc on remarque que en 2008, la courbe grise, mais elle était plutôt assez plate, hein. Là, on était à 4% sur les taux à 1 an, à peine 5% sur les taux à 50 ans. Bon, voilà, elle est très très plate. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? 2008, c'est quoi? C'est la crise des subprimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les banques centrales, la Banque Centrale Européenne, a décidé de baisser IMBC afin de mettre de la liquidité dans l'économie. Et comme on l'a vu par le mécanisme précédent, si on baisse IMBC, eh bien le taux d'intérêt va baisser sur les titres à 1 mois, puis sur les titres à 1 an, puis sur les titres à 10 ans, puis sur les titres à 15 ans, et au final toute la courbe a baissé. Voilà, il n'y a pas un seul endroit où la courbe est restée la même. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. L'écart, le spread en anglais, n'est pas le même. Si on voit sur les obligations à 1 an ou moins, il est d'environ 4 moins 1, 3. Enfin, le spread est de 3. En revanche, sur les taux à 50 ans, donc les taux de longue durée, alors on va dire 5 moins 4,5, ça veut dire 0,5. L'écart n'est pas du tout le même. Pourquoi est-ce que l'écart n'est pas le même? Pourquoi est-ce que tous les taux n'ont pas baissé de la même façon? Eh bien, cela signifie que l'état de confiance sur le long terme s'est dégradé. Il y a une augmentation de la prime de risque sur les titres longs. La courbe des taux est plus pentue qu'auparavant, là on voit bien. On a une pente comme ça, alors qu'avant la pente, est-ce qu'on peut même appeler ça une pente? Voilà, clairement c'est pas du tout le même coefficient directeur. Et donc cette différence de coefficient directeur, cette différence de pente, montre qu'il y a une défiance dans l'avenir de la part des investisseurs qui demandent des taux d'intérêt élevés sur les titres longs, à long terme. D'ailleurs, on remarque bien, comme j'avais précisé, que pour les titres à long terme, eh bien on est sur quelque chose de plutôt plat, effectivement, même complètement plat. Et comme je l'ai dit, c'est probablement parce que entre 15 ans et 50 ans, on n'est pas plus sûr de ce qui va se passer à 15 ans qu'à 50 ans. Donc les taux restent les mêmes. Et donc voilà, donc on a cette histoire de pente qu'il ne faut pas oublier, qui montre la défiance vis-à-vis du futur, parce qu'on est toujours dans un contexte de crise. Hein. Si on regarde les courbes rouges, c'est 2009. 2009, c'est toujours un peu la crise quand même. Hein. On a bien en tête ce qui s'est passé en 2008, et le futur, ils sont pas spécialement bons, quoi. On vient de voir, hop, ça c'est fini. On vient de voir que la Banque centrale pouvait agir sur le marché monétaire, dans la vidéo précédente, sur le marché financier, la vidéo là, et il lui reste un dernier moyen d'action, le quantitative easing. Vous remarquerez que je n'ai pas essayé de le dire à la façon anglaise, quantitative easing. Voilà, le quantitative easing noté QE. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit d'un achat ferme et massif de titres, souvent souverains, donc des titres d'État, auprès d'institutions financières par la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui va racheter des titres fermes massivement de titres souverains. Pourquoi est-ce que la Banque centrale va acheter massivement ces titres? Et pourquoi des titres souverains? Alors, pourquoi des titres souverains? Parce que ce sont des titres relativement sûrs. Par exemple, on est sûr que l'État français quasiment va nous rembourser. C'est ce qui fait que l'État français est noté au double A. Et non pas triple, on n'a plus la meilleure note possible. On est noté double A, ce qui fait qu'on est quand même... on a une assez bonne confiance. Et donc, voilà. La Banque centrale va racheter ce genre de titres, ces titres de confiance. Parce que bon, il ne s'agirait pas non plus de perdre de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on va racheter ces titres au final?
Eh bien, c'est utilisé surtout en temps de crise financière et de liquidité. Pourquoi? Eh bien, parce que lors d'une période de crise, on sait qu'il y a une préférence pour la liquidité en période de crise. Préférence pour la liquidité. On n'a pas confiance en l'avenir, ce qui est logique en temps de crise, donc on préfère avoir de l'argent avec nous. On n'a pas envie de se dire, allez, dans 10 ans, je pense qu'on va être bien. Non, en période de crise, on a envie d'avoir la monnaie sonnante et trébuchante sur nous là. On a envie d'avoir l'argent. On n'a pas envie de se dire, allez, peut-être que ça va aller mieux. Non, non, non. Parce qu'on se dit, ça peut aller pire aussi. Donc, on garde l'argent sur nous, préférence pour la liquidité. Les banques cherchent donc de la monnaie banque centrale. Important. Il y a donc de fortes tensions sur le marché interbancaire, car tout le monde veut de la monnaie banque centrale, mais personne ne veut en vendre. Il y a un problème. On voit bien que si tout le monde en veut, mais que personne en vend, ça bloque quelque part. La banque centrale va donc baisser IMBC afin que les banques puissent se procurer facilement de la monnaie banque centrale. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu la vidéo précédente. La banque centrale va baisser IMBC, donc le taux de refinancement est moins cher, donc les banques peuvent se refinancer, peuvent accorder des crédits, etc. etc. Sauf que, il y a un problème, et le problème, il est majeur. C'est qu'on ne peut pas baisser ce taux à l'infini, on ne peut pas aller à moins l'infini en taux. Hein. On est limité à 0. Il ne peut pas baisser en dessous de 0. Ou peut-être genre 0, moins 0,1, et encore, je suis pas trop sûr. Mais voilà, considérez qu'on ne peut pas aller vraiment en dessous de 0 et que 0 c'est une limite à ne pas franchir. Donc cette politique, a des limites. On ne peut pas l'utiliser autant qu'on veut. Si même lorsque le taux de IMBC égal à 0 ne suffit pas, il faut bien faire quelque chose. Eh bien, en conséquence, pour avoir de la liquidité, les banques vont aller aussi chercher à revendre leurs actifs sur le marché financier. Et oui, elles ne se refinancent plus avec ce taux IMBC, elles ne se refinancent plus sur le marché interbancaire. Donc, IMBC, les banques se refinancent plus. Le taux sur le marché interbancaire, les banques se refinancent plus, elles n'y arrivent pas. Elles veulent quand même de la liquidité. Elles veulent de l'argent sonnant et trébuchant. Eh bien, elles vont aller revendre leurs actifs sur le marché financier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le marché financier devient vendeur. Financier, il devient vendeur. Qu'est-ce qui se passe quand le marché financier devient vendeur? Psi va baisser et IMF, les taux d'intérêt, vont augmenter. Et donc, en réaction de cela, pour enrayer la hausse du taux d'intérêt et éviter que les cours s'effondrent, la banque centrale va racheter ces titres. Elle va directement créditer le compte des banques en monnaie banque centrale. Il y a une création de base monétaire. De base monétaire, pas de monnaie, de base monétaire. Le quantitative easing permet à la banque centrale d'accroître la liquidité du marché monétaire et d'agir directement sur l'équilibre du marché financier. Puisque la banque centrale, en rachetant les titres, eh bien, va opérer un effet inverse, psi va augmenter et les taux d'intérêt vont baisser. Ça va se compenser un minimum pour éviter que les cours des obligations soient 1 euro et que les taux d'intérêt soient à 80%. Bon, c'est des exemples fictifs, hein, mais voilà. C'est pour éviter des situations comme ça. La banque centrale va intervenir sur ce marché, racheter les titres avec de la monnaie banque centrale pour essayer de faire remonter les cours et baisser les taux d'intérêt. Et donc ce quantitative easing, il est utilisé depuis 2008 par la Fed, donc la Banque centrale américaine, 2009 par la BOE, la Banque centrale d'Angleterre, et 2015 pour la BCE, comme quoi on est toujours dans le temps, hein. On n'est jamais trop en retard. On a quoi? On a 7 ans d'écart. Bon. Maintenant, petite conclusion sur ce groupe de 2-3 vidéos sur l'influence de la Banque centrale. La Banque centrale, l'influence de la Banque centrale sur la masse monétaire, donc c'est-à-dire M1, M2, M3, elle est indirecte. Hein, une variation
du taux directeur, donc IMBC, a des conséquences sur IC ou sur le rationnement du crédit. Voir vidéo précédente. Rationnement du crédit. Effet indirect. Cette influence de la Banque centrale, elle va s'étendre à la courbe des taux. Donc sur le marché financier. Courbe des taux. Une variation du taux directeur, donc de IMBC, entraîne une variation de IMF, du taux d'intérêt du marché financier, dans le même sens. Okay. Et enfin, le quantitative easing permet à la Banque centrale de fournir de la monnaie banque centrale aux banques commerciales et d'influencer ainsi la valeur de IMF. Très bien, c'est tout pour cette troisième vidéo. J'espère que vous avez tout compris, que tout est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à poser des questions. Je pourrai y revenir dans une prochaine vidéo ou répondre dans les commentaires. S'il y a des problèmes de son, de qualité, je ne sais pas, des remarques constructives à faire, je suis également preneur. Et je vous souhaite de bonnes révisions pour les partiels qui approchent.